commençons par le commencement, au moment de la rencontre. Est-ce qu'avoir le cœur qui bat la chamade et des papillons dans le ventre signifie que l'on a rencontré l'homme ou la femme de sa vie? Marc d'Anselme, quelle est la différence entre être amoureux et aimer? Alors avoir des papillons dans le ventre, des petits oiseaux qui coulent dans les oreilles et des petites étoiles dans les yeux, c'est un signe qui est très intéressant. Ça veut dire qu'on est amoureux de l'autre. C'est pas suffisant néanmoins pour un amour durable. Mais en revanche, je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les deux personnalités se sont reconnues. Je ne sais pas combien de centaines de rencontres j'ai pu étudier dans mon cabinet, et je constate dans mon cabinet, en étudiant les rencontres des personnes, à quel point c'est important, à quel point il y a une logique qui préside à la rencontre. On ne tombe pas amoureux de n'importe qui. On tombe amoureux d'une personnalité qui nous correspond. Et donc c'est déjà un signe majeur. Le fait d'être amoureux, c'est un signe majeur. Ben oui, cette personne n'est pas anodine pour moi. Elle correspond à quelque chose pour moi. C'est pas suffisant pour se marier parce qu'on ne fonde pas un mariage simplement sur des émotions amoureuses. Vous savez que l'état amoureux, ce n'est qu'une émotion en fait. C'est notre corporalité qui réagit à l'autre. Pourquoi notre corporalité réagit-elle à l'autre? Ça, c'est un grand mystère. Mais n'empêche que c'est ce qu'on constate. Et le fait que notre personnalité réagisse à l'autre est une indication comme quoi les deux caractères s'engrènent. En revanche, pour un amour durable, il faut passer au-delà. Il faut passer au-delà, c'est-à-dire qu'il va falloir une intervention de notre esprit aussi. Qu'est-ce que je veux faire avec cette personne? Que c'est elle que je choisis. Je la choisis pour quoi faire? Et c'est ça qui va fonder un amour durable. C'est cette disposition de l'esprit qui va dire je vais choisir cette personne pour faire quelque chose avec elle. Je sais bien que ce n'est pas du tout la mode actuellement. Les gens se rendent compte de la façon suivante. J'ai envie de dire, ils rentrent dans la relation avec énormément de précautions. On commence par se connaître. Si on se connaît, on rentre un peu plus dans l'intimité l'un de l'autre. On essaye la sexualité, ça marche bien éventuellement. On se met en couple, comme on dit. On commence à vivre un petit peu ensemble. Pas tout le temps quand même. Puis ça marche bien, on vit de plus en plus ensemble. Et puis voilà, petit à petit, au bout d'un moment, on se dit, on va peut-être avoir un enfant. Donc on fonde un enfant. Et puis tout d'un coup, on se dit, non mais pour tout ça, il faudrait un cadre. Et là, on se marie. Et c'est pour ça que l'âge du mariage est très tard. D'ailleurs, maintenant, on se marie vers au-delà de 35 ans. C'est parce qu'en fait, on a commencé une vie ensemble, a commencé une vie commune avant d'aboutir au mariage. Derrière ça, il y a un contrat de mariage psychologique qui est très intéressant à étudier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie c'est de rentrer avec beaucoup de précautions dans la relation et en ménageant en permanence la porte de sortie. Ça signifie quoi? Voilà pratiquement le contrat implicite psychologiquement entre les deux personnes. Je reste avec toi tant que j'éprouve avec toi des émotions favorables, tant que je me sens bien avec toi. Sous-entendu, si ça disparaît, je te quitte. Et c'est pour ça que la porte de sortie est toujours ouverte. Mais ça, ce n'est pas un contrat de mariage conjugal. On ne fonde pas une famille, on ne fonde pas un couple durable avec ça. Là-dessus, on fonde quelque chose d'éphémère. Par nature, c'est éphémère puisque ça laisse placer la menace de départ. Et on voit bien que cette entrée en relation, en permanence, ménage la porte de sortie. Qu'est-ce qui va fonder un couple durable? C'est le fait que notre esprit va choisir une personne pour accomplir une œuvre avec elle. Ça, c'est le point fondamental. C'est donc un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il va se traduire évidemment ensuite par un certain nombre d'actions. Qu'est-ce que l'on va faire ensemble? Eh bien, on va construire une vie à deux et on va fonder une famille. Là, on n'est plus dans l'émotion, on est dans une œuvre à accomplir. Et comme cette œuvre à accomplir va prendre toute la vie, on est nécessairement dans un état durable. Donc j'ai envie de dire, ce qui va conditionner un amour durable, c'est l'état d'esprit avec lequel on va aborder cette relation amoureuse. Si on se contente de la vie amoureuse, sans arrêt, on va se ménager la porte de sortie, et un jour on la prendra. Si on fait ça pour accomplir une œuvre, et que c'est une œuvre durable, alors d'entrée de jeu, on se met dans quelque chose de durable, qui est un amour durable. Bien sûr, il va y avoir dans cette vie à deux, il va y avoir des éléments très positifs, on va éprouver un tas d'émotions positives. Mais on va aussi éprouver des émotions négatives. Ça fait partie de la vie et on va les surmonter. C'est-à-dire que ce n'est pas ce domaine émotionnel qui, par nature, est éminemment variable qui va fonder la relation. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est une décision de notre esprit. Voilà globalement, si vous voulez, comment je vois les choses. Alors, construire cette œuvre n'est pas si simple parce que nous n'avons pas tous les mêmes histoires, les mêmes caractères, les mêmes goûts, les mêmes réactions. Donc avant de s'engager dans cette relation, il faut être conscient du poids de l'éducation reçue, apprendre à quitter l'espace psychique de l'enfance, comme vous le soulignez, Gérard Hoarau. Alors,
quitter l'espace psychique de l'enfance, ça peut sembler être un terme un peu technique et compliqué, mais ça veut tout simplement dire que quand on rentre dans une vie conjugale, quand on rentre dans le mariage, quitter l'espace psychique ne signifie pas seulement quitter le domicile familial, emporter quelques affaires et en laisser d'autres. Cela signifie également faire le tri entre ce que l'on conserve de la transmission familiale et ce que l'on va décider d'abandonner de la transmission familiale. Ce que l'on va conserver, on va le faire sien et on va le mettre en œuvre dans sa vie de couple. Mais ce que l'on va abandonner, on l'abandonne sans crispation parce que ça ne correspond pas totalement, complètement au couple que l'on va construire. Et ce tri que nous sommes amenés à faire par rapport à tout ce que nos familles nous ont transmis d'excellentes choses, une éducation qui nous a permis d'être qui on est et ce que l'on est, mais dans les transmissions familiales, il y a également des scories, il y a aussi des choses que l'on sent pas très bonnes dans ce que l'on veut faire de sa vie de couple. Et ce tri va être un tri dans ce qui rejoint la culture de la famille, ce qui rejoint la vie relationnelle telle que la famille l'a conçue, les relations émotionnelles. Et tout ça va nous emmener véritablement à nous poser la question, qu'est-ce que je décide de garder de tout ce que j'ai reçu de ma transmission familiale et que je vais à mon tour transmettre dans la famille que je vais construire? Et qu'est-ce que je décide de laisser parce que je considère que ce n'est pas approprié, que ce n'est pas adapté et qu'on peut le laisser de côté? Et chaque fois qu'un couple préfère rester par choix ou par nécessité dans l'indifférenciation par rapport à la culture familiale, dans la fausse soumission par rapport aux parents, ou dans une fusion avec les parents qui serait trop crue, trop dure et pas gérable en tout cas dans la durée, eh bien ce couple prend véritablement des risques dans la construction de son couple. Et quitter l'espace psychique de l'enfance est à la base de toute la construction de notre vie de couple et va me permettre de définir qui je suis de manière autonome par rapport à la personne avec qui je suis marié et qui est l'autre, la personne avec qui je suis. Et cette séparation d'avec la famille est une affaire tellement délicate, tellement complexe, que j'ai vraiment besoin d'un adulte amoureux pour me permettre de rentrer dans ce tri. Un adulte amoureux qui va me permettre de sortir en quelque sorte de l'attraction que ma culture familiale exerce sur moi. Alors, dans les séminaires que nous organisons pour les couples, je pose toujours la question, à quoi sert un amoureux ? À quoi sert un adulte amoureux? Alors la question surprend les gens quand on voit l'amour un peu sous un aperçu un peu utilitaire, mais l'adulte amoureux est celui qui va me permettre de véritablement faire ce tri dans ce que je veux conserver de la transmission familiale et de ce que je décide d'abandonner. Et c'est vraiment très important que les couples comprennent cette nécessité d'une séparation à la fois symbolique et véritablement physique avec la famille. Et cette séparation va véritablement permettre au couple de se construire. Et ça, c'est vraiment un point qui est à rappeler pour tous les couples. Et chaque fois qu'on préfère rester dans l'indifférenciation ou dans le mélange par rapport à sa famille, on prend toujours des risques par rapport à la construction de son propre couple.
Est-ce que ça veut dire, Gérard, que vous êtes en train de nous expliquer que finalement, on va garder certaines choses de notre héritage familial, il y en a d'autres qu'on va laisser tomber, c'est-à-dire qu'en fait, on va améliorer cette transmission générationnelle, on va se mettre dans une dynamique de progression par rapport à ce qu'on a reçu et essayer de transmettre à nos enfants quelque chose de plus riche. Mais tout à fait. Et ce que je constate, en tout cas, dans les couples qui viennent nous voir, c'est que souvent, après 10, 15, 20, 30 ans de mariage, 30 ans de vie commune, ce tri entre ce qu'on conserve et ce qu'on abandonne n'a pas été fait. Et avec toujours des conséquences délétères hein, dans la manière dont le couple va se construire. Je prendrai juste peut-être un exemple. Alors, je ne m'adresse pas à vous en tant que thérapeute, mais plutôt en tant que témoin. Le premier conflit vraiment important que j'ai eu avec mon épouse, c'était 3 jours après notre mariage. On avait invité un de mes frères et c'est moi qui faisais la cuisine. On avait dressé un barbecue et j'étais en train de faire cuire des poulets sur ce barbecue. Et le membre de ma famille est arrivé et m'a vu en train de faire la cuisine. Il est passé à côté de moi sans me regarder. Il est allé dans la cuisine. Il est revenu. Et là, vraiment, il faisait la tête. Et il me dit, Gérard, c'est insupportable et c'est inadmissible. Alors je dis, qu'est-ce qui est inadmissible? Que pendant que tu fais la cuisine, ta femme se prélasse au salon. Tu vas te faire bouffer par ta femme. 3 jours après notre mariage. Et là, dans une fraction de seconde, je me suis dit, l'image que je donne de mon couple est mauvaise. Dans l'après-midi, tous mes frères et sœurs, je suis membre d'une fratrie de 7, sauront que je suis en train de me faire bouffer par ma femme. Et dans la soirée, papa et maman le sauront. Et c'est toute ma culture familiale qui va être remise en question et toute ma loyauté par rapport à mes traditions familiales. Et là, au bout de 3 secondes, je m'entends dire à mon frère, « Tu as raison, je te remercie pour ce conseil et je vais réagir par rapport à ça. » Et ça a été le premier conflit que j'ai eu avec mon épouse, qui a duré plusieurs jours, parce qu'à 20 ans, l'âge à laquelle on s'est mariés, on n'est pas fini et on a des tas de choses à apprendre, mais j'ai réellement considéré que ma loyauté à ma culture familiale valait la peine de sacrifier ma femme devant mon frère. Et quand mon épouse a compris ça, elle a versé des torrents de larmes et elle m'a dit en substance, « Gérard, je suis super content de t'avoir connu, mais je pense que si tu m'as sacrifié comme ça sur l'autel de ta tradition familiale, dans 6 mois, notre mariage est mort. » C'est ce qui m'a donné envie d'être conseiller conjugal. Quand tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais manqué quelque chose et que mon attachement à ma culture familiale, à mes traditions familiales venant de Madagascar, de l'île de la Réunion, était en train de mettre en péril la construction du couple qu'on était en train de vivre avec mon épouse. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours raccord entre conjoints. Et parfois, dans nos vies intenses, on rêve, quand on rentre au foyer, d'avoir un havre de paix, un petit cocon confortable, sans conflit, et que l'autre comprenne nos désirs avant même qu'on les verbalise. Et certains en viennent même à éviter d'aborder les difficultés ou même d'exprimer leurs désirs pour préserver la paix du ménage. Marc d'Anselme, vous évoquez dans votre ouvrage les conflits intra- et interpsychiques qui sont en jeu en cas de crise. Alors, dites-nous comment bien se disputer avec son conjoint. Quels sont les secrets d'un conflit réussi qui n'abîme pas la relation? D'abord, je voudrais rebondir sur votre expression. Nous rêvons d'un havre de paix. Oui, je crois que c'est vrai, nous sommes tous pareils. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la paix? La plus belle définition de la paix que j'ai trouvée, c'est saint Augustin qui dit « La paix, c'est la tranquillité dans l'ordre ». Or, il y a un principe dans notre nature qui fait que le désordre ne cesse de s'accroître. Ça s'appelle le principe d'entropie.
c'est un principe bien connu des scientifiques, le désordre laissé elle-même, les choses partent dans le désordre. Donc c'est très bien de rêver d'un havre de paix, sauf que la paix, c'est une œuvre à accomplir. Si je ne me mets pas au boulot, je ne vais pas l'obtenir. Donc c'est une première remarque. Ensuite, dans un couple, normalement, on sommes différents, nous n'avons pas la même éducation, pas le même vécu, pas les mêmes choses, si bien que nous allons affirmer des choses différentes, et donc des choses qui ne sont pas en accord avec ce que dit l'autre. C'est-à-dire, inévitablement, toute relation d'amour contient en elle-même des conflits. C'est-à-dire des conflits, des désaccords qu'il va falloir résoudre. La plupart du temps, les désaccords se résolvent comme ça dans une société. Elles se résolvent parce qu'il y a une structure hiérarchique, et c'est la structure hiérarchique qui va résoudre les désaccords. Sauf dans le couple, la grande loi du couple, c'est qu'il faut être libre pour s'aimer. Donc il ne peut pas y avoir d'autorité d'un des conjoints sur l'autre. Du coup, qu'est-ce qui va assurer cette cohérence? Qu'est-ce qui va faire que lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils vont réussir à se mettre d'accord? Eh bien, je pense que ce qui va assurer ça, c'est qu'on est dans le lieu de l'amour inconditionnel. Et c'est par amour qu'ils vont créer une harmonie entre eux dans leurs désaccords. Alors, il y a tout un processus. Il y a tout un processus pour sortir du domaine hiérarchique, arriver à comprendre ce que dit l'autre et arriver à le marier avec ce que nous disons. Rapidement dit, le principe de cette harmonisation est le suivant. On ne doit jamais renoncer à ce que nous apportons au sein du couple. Renoncer à ce qu'on apporte au sein du couple, c'est appauvrir le couple. On doit donc affirmer ce que l'on apporte au sein du couple, sauf que ce qu'on va affirmer va être contraire à son conjoint. Et quand on n'arrive pas à s'harmoniser spontanément, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher quel est le bien que vise mon conjoint quand il apporte ceci, quel est le bien que moi je vise. Au niveau de ces biens, on peut s'harmoniser, on peut se mettre d'accord. Et non seulement on peut se mettre d'accord, mais souvent on s'enrichit de ce qu'apporte l'autre. Et ensuite, simplement, on va le décliner en modalités. Je vais vous prendre un petit exemple très simple que je cite dans mon ouvrage. C'est un jeune couple qui passe son premier Noël. Et madame veut faire un sapin de Noël. Monsieur ne veut pas, parce que pour lui, c'est une tradition païenne, il n'est pas question de faire un sapin de Noël. Et donc, en fait, ils se sont disputés autour de ce sapin, et ils arrivent début janvier dans mon cabinet, effarés de ces disputes pour leur premier Noël. Et je viens très très bien avoir demandé à cette dame, madame, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce sapin? Pourquoi voulez-vous faire un sapin? Je ne suis pas resté au niveau de la modalité du sapin, j'ai cherché son objectif. Et elle me dit, mais monsieur, le sapin, cet arbre qui reste vert au cœur de l'hiver, c'est un symbole de vie. En plus, on le décore, c'est hyper joyeux, c'est hyper, voilà, c'est un symbole de fête, un symbole de vie, etc. J'ai très bien, j'ai rien à redire à ça. Je demande à monsieur, et pour vous, monsieur, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Et lui, il me répond, la naissance du Christ, bref, il me ressort son catéchisme, très bien. J'ai rien à dire à ça, c'est très respectable aussi. Ce qui est intéressant, c'est de marier ces deux objectifs, de faire de Noël une fête religieuse, effectivement, comme le veut ce monsieur, mais aussi une fête joyeuse, comme le veut madame. Et là, vous comprenez qu'ils sont beaucoup plus riches, parce qu'au lieu d'avoir qu'un seul tenant de Noël, ils ont les deux. Et donc, avec leurs enfants, ils leur apprennent quelque chose de beaucoup plus riche. Un Noël vide de sens, une fête joyeuse sans sens, c'est pas très intéressant. Un Noël qui serait un peu tristouné, c'est pas très intéressant non plus. Mais un Noël à la fois vivant, joyeux et qui a une signification religieuse, là, ils sont beaucoup plus riches. C'est-à-dire que nos désaccords sont une source de richesse si on arrive à comprendre l'objectif de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut aller les chercher. Si nous ne faisons pas ça, si nous n'arrivons pas à nous harmoniser donc sur le bien que veut l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, comme il faut bien que la vie continue, il y en a un qui va prendre une décision et l'autre va se soumettre. Et là, on rentre dans des relations extrêmement malsaines de domination-soumission, où l'un domine, l'autre se soumet. Généralement, on n'accepte pas de se soumettre, donc un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on alterne, on est dans des luttes de pouvoir. Et là, on n'est pas dans les relations conjugales, on n'est pas dans l'amour, là, on est dans des luttes de pouvoir. Avec un phénomène très retors qui apparaît là-dessus, dans ces luttes de pouvoir, comme elles sont douloureuses, chacun va se plaindre, chacun va se victimiser et va se persuader que s'il y a quelque chose à changer dans le couple, c'est l'autre qui doit changer. Et là, on est parti complètement de travers. La victimisation, c'est un processus qui est très intéressant. La victimisation, c'est notre psyché qui nous fait ça. Nos psychés, elles travaillent à l'économie. Elles nous présentent toujours la solution la plus économique. Et bien, la solution la plus économique, c'est de nous victimiser. Pourquoi? Quand je me victimise, je signifie à l'autre, moi je peux rien, je suis une victime, c'est toi le bourreau qui va tout faire. C'est-à-dire que la victimisation en soi, c'est une prise de pouvoir pour obliger l'autre à faire tout le travail. Mais là, on n'est pas dans le conjugal, on n'est plus dans une œuvre commune, on n'est plus en train de travailler deux, on est en train de désigner un coupable, on est en train de désigner un qui va faire tout le boulot, on est en train de se décharger des choses.
Donc ça ne marche pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une nécessité absolue pour les couples à mettre au point un processus d'harmonisation sur leurs désaccords pour s'enrichir de ces désaccords. S'ils ne le font pas, ils sont en train de miner le terrain conjugal et tôt ou tard, ça va leur péter au nez. C'est inévitable. Voilà. Alors Gérard Hoareau, vous insistez aussi sur l'importance d'être dans le bon tempo l'un à l'égard de l'autre. Mais comment cultiver cet art délicat au quotidien ? Alors, vous avez raison de parler d'art délicat. Parce que pratiquer un art et le faire sérieusement implique qu'on y mette de la discipline. Et qu'on doive surtout rester dans une démarche intentionnelle. Quand on parle de rester dans le bon tempo, ça a un rapport évidemment avec la gestion de notre temps, la gestion de notre temps en tant que couple. Et dans la gestion du temps, je vois 3 aspects qui sont ascendants. Le premier aspect, c'est avoir du temps ensemble. Ça, c'est le minimum qu'on puisse véritablement se donner comme objectif. Mais paradoxalement, ce n'est pas si simple au fil du temps et de la pratique. Mais déjà, avoir du temps, ce n'est pas simple, mais ça devrait vraiment rester dans quelque chose qu'on va mettre en œuvre naturellement. Le deuxième aspect, c'est décider de prendre du temps ensemble. Et là, on rentre effectivement dans une démarche qui va être beaucoup plus intentionnelle, concentrée et volontaire. Et puis, le troisième niveau qui, à mes yeux, est le plus important, c'est désirer accorder ces temps. Avoir du temps ensemble, prendre du temps ensemble, désirer accorder ces temps. Désirer accorder ces temps parce que dans la société dans laquelle nous vivons, tout ne nous prédispose pas à cultiver l'art de rester dans le temps de l'autre, cultiver l'art de ne pas être à contre-temps de l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, par rapport aux obligations professionnelles, par rapport aux responsabilités éducatives avec les enfants, par rapport à la vie de tous les jours. Donc, cette nécessité d'établir dans notre relation de couple qu'on construit ensemble, et dès le début, des rites qui vont nous permettre véritablement de cultiver cet art d'être dans le temps de l'autre. Quand je dis cultiver l'art d'être dans le temps de l'autre, c'est avoir vraiment cette capacité de comprendre, de discernement, et notamment à partir d'un dialogue vraiment authentique, de savoir dans quel temps tu es, afin que je puisse te rejoindre. Et dans quel temps je suis, moi, pour que tu puisses me rejoindre. Et ce que je constate souvent dans la vie des couples que nous recevons, c'est que voilà un homme et une femme qui ont décidé, le temps qu'il leur reste à vivre, d'être ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la formule consacrée. Et voilà que ce couple, individuellement, évolue, se transforme, chacun à son rythme, chacun à sa vitesse et chacun dans sa direction. Et il est très rare, en tout cas, que naturellement, on évolue ensemble dans la relation de couple, en même temps, à la même vitesse et dans la même direction. Ce serait trop simple. Voilà. Donc, cette discipline consiste véritablement à tout mettre en œuvre dans la vie de tous les jours pour être sûr que l'on reste le plus proche possible du temps dans lequel est l'autre. Parce que beaucoup de couples, après 5, 10, 15, 20 ans de mariage, se retournent et réalisent qu'ils se sont perdus de vue. Ils se sont perdus de vue tout simplement parce que les temps qui composent nos réalités quotidiennes et notre vie quotidienne, on n'a pas pris la peine et la discipline de cultiver véritablement cet art de rester dans le temps de l'autre. Marc d'Anselme, vous avancez que les tentations et les combats ne sont pas les mêmes au masculin et au féminin. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est pas tellement à la mode de dire ça, de parler de masculin et de féminin et des différences entre eux, mais moi c'est ce que je constate dans mon cabinet, donc je ne peux pas faire autrement, effectivement. Dans les couples qui ne vont pas bien, qui viennent me voir, je constate fréquemment, pratiquement un couple sur deux, la situation suivante. Madame, comme une reine active au milieu de la famille qui essaye de tout faire, et monsieur sur la marge qui ne trouve pas sa place. C'est-à-dire que manifestement, ils n'ont pas évolué de la même façon. Et là, il y a deux tendances très fortes, je pense, chez l'homme et chez la femme. La tendance de l'homme, c'est de se passionner pour l'extérieur, se passionner pour des œuvres extérieures, des choses efficaces, son métier, n'importe quoi. Au point parfois qu'il peut arriver à négliger son épouse et négliger sa famille. Et à force de négliger, au bout d'un moment, il se retrouve sur la marge de sa famille, il n'est plus au centre de la famille avec sa femme. J'appelle ça la tentation d'Adam. Vous savez, vous avez dans le récit de la Genèse, c'est amusant ce livre de la Bible, même si on n'est pas croyant, c'est un livre qui est très intéressant. Il décrit des réalités psychologiques avec des mots d'enfant, mais derrière, la réalité est très très bien décrite. La Bible nous décrit la création d'Adam. Et Dieu demande à Adam d'être coopérateur de sa création et de nommer les animaux un par un. Et Adam, il y passe du temps à se répéter 2 fois dans la Bible, donne un nom aux animaux, leur donne un mot, il leur donne une place. Il leur donne une identité. Donc voilà, Adam est fini d'ordonner la création comme Dieu lui demande, et il se passionne pour cette œuvre. Et dans une traduction de la Tob, et ça se termine comme ça, quand il arriva à lui-même, l'homme ne trouva rien qui le satisfasse. Il est perdu, Adam. Il a ordonné toute la création, il est perdu, il ne se connaît pas, il ne se retrouve pas lui-même, il ne sait pas où il est. C'est là où Dieu l'endort, façonne Ève en prélevant quelque chose chez Adam. Et je veux dire là, on s'interroge qu'est-ce que Dieu va faire avec Ève pour qu'Adam qui est paumé, quand il se réveille, arrive à retrouver sa place, arrive à comprendre où il est. Et que nous dit la psychologie moderne de la femme? Elle dit la femme, c'est un être de relation et d'intimité. Ça veut dire c'est un être d'amour en fait. La relation intime, c'est l'amour. La femme, c'est un être d'amour. Et quand Adam se réveille, il a cette exclamation extrêmement joyeuse. Oh, ça y est, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, etc. Il n'a jamais dit ça des animaux. D'abord, il reconnaît chez Ève une égale dignité que la sienne, puisqu'elle est comme moi. Et en même temps, il reconnaît une différence. Qu'est-ce qu'Adam voit quand il voit Ève? Et bien, ce qu'il voit, c'est que lui aussi, il est d'abord fait pour l'amour. Et que c'est en aimant Ève qu'il va se réaliser pleinement, qu'il va acquérir la plénitude de son être. Seulement, Adam garde une tentation, c'est de s'occuper des œuvres et de ne pas s'occuper de l'amour. La tentation de l'homme, c'est de sortir de l'amour au profit des œuvres. Et c'est pour ça donc que je vous dis, un couple sur deux qui vient me consulter, l'homme, il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le coup de la vie, il n'est pas dans le coup de l'amour, il n'est pas dans le coup de la vie de couple, il n'est pas dans le coup de la vie familiale, il est un peu à côté. Et ça, c'est malsain, c'est la tentation de l'homme. C'est d'autant plus malheureux que l'homme ne s'épanouit pas là-dedans. C'est dans l'amour, lui aussi, qu'il va s'épanouir. La tentation de la femme, elle est totalement différente. Vous savez que l'autorité la plus absolue qui puisse s'exercer sur un être humain, c'est celle de la maman sur son bébé. Elle régit tout dans sa vie, pour le bien de l'enfant. Et c'est nécessaire qu'elle le fasse. Mais du coup, il y a chez la femme une tendance à tout régenter dans la famille, à tout régir. C'est ce que j'appelle la tentation hégémonique de la femme. Alors, les féministes nous disent exactement l'inverse. Elles nous disent en fait, c'est l'homme qui a servi la femme. Ça, c'est vrai socialement. Historiquement, l'homme a tenté d'asservir la femme dans la société. Mais au sein de la famille, c'est généralement l'inverse. C'est la femme qui tente à asservir l'homme et le mettre sous sa coupe. Et ça, c'est la tentation de la femme, c'est cette tendance à devenir hégémonique. D'où l'importance pour le féminin de savoir se contrôler. Effectivement, cette force incroyable qu'est la maternité, cette énergie incroyable que la femme met dans la maternité, il faut qu'elle la contrôle, que ça reste bien au service de l'enfant, au service de la famille, que ce ne soit pas quelque chose qui devienne hégémonique en elle. Autrement, on a fait tomber dans le matriarcat. Le comble dans ces couples qui viennent me voir, quand je le fais constater que madame est au centre, régit tout, et que monsieur n'a pas de place, il me dit, mais on n'a jamais voulu ça. Et évidemment qu'on n'a jamais voulu ça. Mais si on n'y a pas fait attention, l'homme s'est laissé entraîner par sa tentation, la femme s'est laissée entraîner par la sienne. Et tous les deux vont s'en plaindre. Donc effectivement, on n'a pas du tout la même évolution, pas du tout les mêmes choses en nous. Chez l'homme, on voit bien, c'est un homme, ça rupine à régler des problèmes. Il adore ça, régler les problèmes, trouver des solutions, tout ça. Il adore ça, l'homme. La femme n'est pas du tout là-dedans. La femme est beaucoup plus dans l'amour, dans le soin de l'autre, le soin de la personne, de s'occuper de la personne.
Et c'est tout à fait respectable et c'est très bien qu'on ait ces évolutions différentes. En revanche, ces deux très belles qualités que nous avons, elles ont leur envers aussi, qui sont des défauts qui peuvent venir polluer le couple. Voilà ce que je constate globalement dans mon cabinet. Donc il est important pour l'homme de se rappeler sans arrêt, non, ma vraie vocation, c'est une vocation d'amour. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis marié. C'est pas quelque chose d'occasionnel dans ma vie, le mariage. C'est quelque chose de fondamental. C'est un état de vie que j'ai choisi parce que je sais que je dois me mettre dans l'amour pour réussir ma vie. Et quant à la femme, cette puissance de la maternité qui est en elle et que moi, homme, j'admire parce que je trouve ça vraiment magnifique, cette puissance de la maternité, attention qu'elle ne devienne pas hégémonique au sein de la famille. C'est une tentation qui serait très mauvaise pour ses enfants, bien évidemment. Donc voilà, on n'a pas exactement les mêmes évolutions. Accueillir l'autre dans sa différence, c'est tout un programme, magnifique en théorie, plutôt facile dans les débuts de la relation. Mais quand on a répété 8000 fois qu'il faut étirer le linge sur l'étendoir quand il est mouillé, sinon ça forme des plis, cette différence est un peu moins perçue comme une chance. Alors comment réussir à apprécier cette altérité au quotidien sans altérer l'autre, selon votre belle expression, Gérard O'Haraud? Accueillir l'altérité, donc ce qui est radicalement autre, sans altérer la personnalité de la personne qui est en face de moi, altérer qui est le fait de rendre autre. Je crois qu'il nous faut prendre conscience que ce qui me semble le plus compliqué dans un couple, c'est d'admettre que l'autre est un autre, et non pas moi, et non pas une projection de moi. Et si je voulais exprimer cette idée différemment, je dirais que aimer, c'est apprendre à accepter les différences de son partenaire et s'en réjouir. Aimer me permet d'accueillir l'autre tel qu'il est et non pas tel que je voudrais qu'il soit. Et pour moi, ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour renoncer au désir de posséder l'autre, en reconnaissant ses différences, sans chercher à les gommer, sans chercher à les neutraliser. Et ce que je constate dans la vie des couples, et surtout des jeunes couples, quand ils sont dans une relation fusionnelle, surtout au début de la vie à deux, au travers d'une relation fusionnelle, on cristallise sur l'autre ses idéaux, ses rêves, ses références, au point qu'on finit toujours par confondre son partenaire avec le personnage magnifique et sur mesure que l'on a créé de toutes pièces dans son imagination. Et la relation, alors, se nourrit autant de rêves que de réalité. Donc ça, c'est pour moi la prise de conscience qui doit se produire dans un couple, cette idée que je puisse accepter l'autre comme il est, sans chercher à gommer ce qu'il est, ou à neutraliser, ou à le transformer. Alors ça, c'est la théorie, d'accord ? Mais il me semble que cet apprentissage ne sera possible qu'à 3 conditions. La première, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, si dans un couple, je suis le seul à accueillir l'altérité de l'autre sans chercher à l'altérer, et que cela n'entraîne pas une réciprocité de la part de l'autre, c'est peine perdue et le couple finira vraiment par s'épuiser. Donc la réciprocité. Et là, je crois que c'est important de rappeler que dans la dynamique d'une vie orientée par l'Évangile, se rappeler que dans le Nouveau Testament, l'expression « les uns les autres, l'un l'autre, réciproquement, mutuellement » est répétée 137 fois. Aimez-vous l'un l'autre, pardonnez-vous l'un l'autre, supportez-vous l'un l'autre, attendez-vous l'un l'autre, 137 fois. Donc, le fait que dans une relation, pour qu'elle soit pérenne, il faut véritablement que chacun se sente concerné par le travail qu'il y fera. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, me semble-t-il, c'est la nécessité d'introduire dans sa relation de la souplesse et de la flexibilité.
c'est-à-dire être prêt à questionner et à remettre en question des habitudes, des comportements, des manies qui, objectivement, n'apportent pas de fluidité dans la relation et qu'il me faut changer. Et là, l'important, ce n'est pas que mon conjoint me demande de changer, mais que cette prise de conscience qu'un changement doit se faire dans ma vie, dans ce que je suis, dans les comportements que j'ai qui ne sont pas toujours adaptés, ces changements, c'est moi qui dois véritablement décider de les apporter. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et puis, la troisième condition pour que accueillir l'altérité sans altérer l'autre soit possible, alors je n'ai pas un mot pour ça, mais plutôt une phrase, c'est de ne pas être constant dans l'erreur et réfractaire à l'expérience dans ce que nous vivons en tant que couple. Et si les choses doivent changer, eh bien, que nous entrions dans ce processus de changement sans crispation, sans frustration, reconnaissant que notre capacité à changer va véritablement nous permettre de donner de la fluidité à notre relation et de la pérennité. Voilà, accueillir l'altérité, ce qui est radicalement différent de moi, sans altérer, donc sans être tenté de transformer l'autre à mon image, mais avec vraiment cette souplesse et cette flexibilité qui m'emmène à transformer, à changer ce qui a besoin d'être changé en moi. Oui, j'ai envie d'apporter un petit complément, si vous permettez, pour aller dans votre sens. Effectivement, deux personnalités sont en permanence en train de progresser. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, notre personnalité progresse. Et par conséquent, l'autre, il a sa propre progression, et par conséquent, il nous surprend en permanence. 48 ans de mariage, elle me surprend encore. Je la découvre encore quotidiennement, et c'est très bien comme ça. Mais si je la découvre quotidiennement, je dois accepter ce qu'elle manifeste, mais je dois me marier de nouveau avec ce qu'elle manifeste de nouveau. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'usure du mariage, en fait. C'est une théorie à la mode d'une époque. On vit plus longtemps, donc on ne peut pas rester si longtemps ensemble, donc il y a une usure du mariage. C'est complètement faux. Le mariage, c'est deux personnalités en évolution permanente qui vont se révéler en permanence l'une à l'autre. Et donc qui en permanence vont devoir s'harmoniser l'une avec l'autre. Il n'y a pas d'usure là-dedans. Et pour terminer, j'ai encore envie d'ajouter un point. Il me semble qu'il faut une qualité pour accepter l'altérité, l'autre tel qu'il est. La qualité qu'il faut, c'est la souplesse. Il faut être très souple pour accepter l'autre, soit comme il est, et non pas cette espèce d'être de rêve qui nous habite, qui n'est qu'un fantasme de nous-mêmes d'ailleurs, une espèce de projection sur l'autre de nous-mêmes. Accepter l'altérité de l'autre, il faut beaucoup de souplesse. Et l'ayant accepté, il faut beaucoup de réactivité pour arriver à s'harmoniser avec lui. Et donc, la qualité principale de la vie conjugale, me semble-t-il, c'est la souplesse-tonicité. Souplesse pour accueillir la différence, tonicité pour réagir à la différence et me marier avec cette différence. C'est un peu comme un muscle. Le muscle d'un sportif, c'est à la fois très souple et très tonique. Tandis que quand le muscle est un petit peu ankylosé, il n'y a pas beaucoup de mouvement et il n'y a pas beaucoup de force non plus. Et nos psychologies ont tendance à s'ankyloser, il faut le savoir. Et en cela, le mariage nous entretient, j'ai envie de dire, dans un esprit de jeunesse, parce que sans arrêt, il nous maintient souples et réactifs. Voilà, je crois que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. Ça complète bien ce que je cherchais à dire. Parmi les motifs du divorce, qui est à 75% à l'initiative des femmes, la première cause est l'infidélité, 30%, suivie des violences conjugales, puis des comportements abusifs, addiction, jalousie. Alors on observe actuellement une sorte d'épidémie de personnes dites toxiques, perverses, narcissiques. Alors est-ce que tout le monde peut s'engager dans le mariage et peut-on tout pardonner ? En fait, vous êtes en train de m'expliquer que si un coupable là-dedans, c'est l'homme. Mais en fait, c'est notre tentation. J'ai toujours désigné le coupable chez l'autre. Première cause du divorce, vous vous dites, ce sont les relations extra-conjugales, l'infidélité conjugale. Oui, mais l'infidélité conjugale, elle signifie aussi quelque chose du couple. Il n'y a pas que celui qui a commis l'infidélité qui ne va pas, c'est le couple qui ne va pas s'il y a une infidélité dans le couple. Toutes les infidélités conjugales que j'ai eu à traiter, j'ai toujours vu un dysfonctionnement dans le couple.
Et la thérapie conjugale, elle consiste, bien sûr, il faut soigner les blessures occasionnées, mais il me semble beaucoup plus important de restaurer un fonctionnement efficace au sein du couple. Quand un fonctionnement efficace a été restauré, il n'y a plus de risque d'infidélité, il n'y a plus de risque d'adultère derrière. De même, un mari toxique, oui, ou un conjoint qui est toxique. Vous savez, on a vite fait d'accuser les hommes d'être manipulateurs. C'est vrai qu'il y a une petite tendance manipulatrice chez l'homme, mais pourquoi sont-ils comme ça? En fait, il suffit qu'on exerce une influence sur nous. Si l'influence est négative, on va dire que c'est de la manipulation. Ben non. À la limite, on est capable de résister à la manipulation. Pourquoi se victimise-t-on face à la manipulation? C'est quelque chose que j'affirme pas dans mon couple aussi, si je suis victime de manipulation. C'est que je n'ose pas me positionner correctement dans mon couple. Donc, tous ces symptômes, avant de désigner un coupable, pour moi, signifient que c'est d'abord la relation qui ne va pas. C'est quelque chose dans la relation qu'il faut soigner avant d'aller soigner une personne. Voilà. Pareil, si vous voulez, la notion de pervers narcissique manipulateur. Alors, c'est un peu moins fréquent à une époque, c'est la tarte à la crème. 80% des hommes désignés comme pervers narcissiques manipulateurs par le femme ne le sont pas dans mon cabinet. 80% de taux d'erreur. Pourtant, à chaque fois, ça conduit à un divorce. Parce que, je vous dis, c'est toujours la même chose. On se victimise. C'est tellement plus simple, tellement plus économique de se victimiser et dire c'est la faute de l'autre. Non. On peut être manipulateur sans être un pervers narcissique. On peut avoir des problèmes narcissiques sans être pervers. La perversion, c'est une notion extrêmement complexe en psychologie. Je ne crois pas un instant au test en 50 questions ou 30 questions qu'on trouve sur Internet pour désigner un pervers narcissique. Ou plutôt, si vous voulez, ce sont des tests symptomatiques, mais ça ne signifie rien de la personnalité qui est derrière. Or, la perversion, c'est une tare de la personnalité. Il faut un spécialiste pour analyser une perversion. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, je pense qu'il y a une énorme tentation au sein du couple à toujours projeter la faute sur le conjoint. Mais vous savez, je vous parlais de la Bible tout à l'heure, elle le décrit tout de suite. Après avoir croqué cette malheureuse pomme là, Dieu va voir Adam et que celui dit Adam, non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée en plus. Moi, je suis pour rien. C'est jamais de notre faute. Et quand Dieu va voir Ève, il dit ah ben là, pas du tout, c'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi. Hein. Ce n'est jamais de notre faute, c'est toujours de la faute de l'autre, c'est tellement plus économique. Donc je pense que pour réussir une vie conjugale, il faut sortir de ça. Il faut se dire, moi, j'ai quelque chose à régler dans ces difficultés qui nous arrivent. Ceci étant, c'est vrai quand même qu'il y a certaines pathologies qui font qu'effectivement, la vie n'est pas possible avec quelqu'un qui est atteint d'une pathologie. Mais un vrai pervers, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre avec lui. Quelqu'un qui est tombé dans une paranoïa grave, la vie avec lui est impossible aussi. Mais ça, c'est des pathologies. La plupart des gens qui viennent me voir, il y a très peu de pathologies. Ce sont des déséquilibres. Les déséquilibres, ça se corrige. Et ça se corrige comment? Ça se corrige dans une relation. Pourquoi se corrige-t-il dans une relation? Parce que c'est dans une relation qu'ils se sont mis en place, ces déséquilibres. C'est-à-dire, quand on prend bien la vie conjugale, elle devient curative de tout ce qui s'est mal passé dans nos autres relations. Parce qu'on va être obligé. Mais pour ça, il ne faut pas accuser son conjoint. Il faut comprendre que chacun de nous a quelque chose à mettre en œuvre là-dedans. Je vous disais tout à l'heure, deux conjoints ne se choisissent pas par hasard. On ne tombe pas amoureux de n'importe qui. On tombe amoureux, justement, de comportements, de personnalités, qui nous correspondent. Je n'ai pas le temps de vous démontrer. Je vous demande de me croire sur parole ce que je vais vous dire. C'est tiré de mon expérience dans mon cabinet. Je constate que dans la magie qui fait que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre, il y a un phénomène incroyable. Nous épousons une personne et systématiquement, je le vois dans tous les couples, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient exciter ce qui ne va pas en nous. Alors on peut toujours l'accuser d'être pervers, toxique, tout ce qu'on veut, sauf que c'est nous, elle excite quelque chose qui ne va pas en nous. Ça signifie que nous avons quelque chose à régler par rapport à ça. Il faudrait 1h30 pour vous le démontrer, ça. C'est une découverte que j'ai faite dans mon cabinet avec les patients que j'ai vus. Je vois ça dans tous les couples. Et quand il y a un couple dans lequel je ne vois pas ça, je me dis, mais eux, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Eux, ils sont probablement mal choisis. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que cette vie conjugale, c'est une vie de progression personnelle. Puisque l'autre vient exciter ce qui ne va pas en moi, pour que ma vie conjugale soit réussie, je suis obligé d'une certaine façon de corriger ce qui ne va pas en moi. Et donc, je me mets dans une voie de progression. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un mariage réussi, c'est un mariage où chacun a permis à l'autre de s'épanouir. S'épanouir, c'est quoi? C'est développer nos capacités et résorber nos défauts. Et comme l'autre vient exciter nos défauts, il nous permet de les résorber.
Alors, grande méfiance avant d'accuser son conjoint, sauf s'il y a une pathologie. La plupart du cas, ce n'est pas des pathologies, ce sont des déséquilibres. Et les déséquilibres, ils signifient aussi que moi, j'ai probablement le déséquilibre inverse. Il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Donc les deux ont quelque chose à corriger là-dedans. Je pense que si vous comprenez ça, vous comprenez un point indispensable de la vie conjugale, un point essentiel de la vie conjugale. C'est parce qu'on comprend ça qu'on peut se mettre dans un amour durable. Parce que là, on comprend qu'effectivement, finalement, là où ça fait mal, c'est là où je vais progresser. Là où le conjoint me fait mal, c'est là où j'ai quelque chose que je dois corriger. Et quand on a compris ça, quand on s'est mis dans l'état d'esprit de vivre ça, ben je crois qu'on voit sa vie conjugale totalement différemment. Vous savez, ça m'arrive en moi-même de commencer à marmonner contre ma femme, qu'elle exagère, que je ne sais pas quoi, que je ne devrais pas faire ça. Et au bout d'un moment, je m'arrête et je lui dis, attends, c'est toi qui es en train de déconner là. C'est toi qui as un truc qui ne va pas en toi. Si tu en es là, c'est que c'est toi qui ne va pas. C'est pas ma femme, c'est moi. Et du coup, je cherche ce qui ne va pas en moi, je le corrige, et étonnamment, ma femme change d'attitude. Je vous laisse méditer ça. Gérard Hoareau, vous vouliez aborder un phénomène contemporain, la place parfois envahissante du numérique dans le couple. Vous alertez sur le fait que trop souvent nos écrans font écran à la relation conjugale. Alors en quoi risque-t-elle d'en pâtir ? Alors, juste avant de répondre à cette question et rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, Marc, quand tout à l'heure j'évoquais la troisième condition qui est de ne pas être constant dans l'erreur et réfractaire à l'expérience, c'est bien par rapport aux 8000 fois que j'ai répété à mon conjoint que... fallait y tirer le linge mouillé sur les temps. Si on en est là, c'est qu'il y a de la fluidité quand même à mettre dans la relation et de part et d'autre pour pas qu'on répète 8000 fois les mêmes choses. Alors oui, le numérique est un sujet qui est central en tout cas dans toute la réflexion qu'on a aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'on mesure les effets et les conséquences vraiment de la surexposition aux écrans et de la surconsommation des écrans. Alors dans la vie de couple, évidemment, les écrans peuvent prendre la place du conjoint d'une manière très, très facile, hein, que ce soit à table, que ce soit au lit ou que ce soit dans toutes les activités de la vie de tous les jours. Et là, c'est important de savoir et de pouvoir répondre à la question qui est mon préféré ou ma préférée dans la relation que je construis là, dans mon foyer. Est-ce que c'est mon écran, c'est mon téléphone, c'est mon smartphone, ou bien est-ce que c'est mon conjoint? Donc, toutes les relations qui peuvent être altérées par le surinvestissement qu'on met dans les écrans. Mais après, je le vois surtout d'un point de vue familial. Aujourd'hui, les parents qui viennent me voir, la question qu'ils nous posent, c'est « Monsieur Hoareau, vous parlez beaucoup de numérique. Qu'est-ce que je dois répondre à ma fille de 12 ans qui passe 9 heures sur les écrans par jour ?» Ça, c'est vraiment une demande que l'on va de plus en plus entendre dans nos cabinets par rapport à l'hégémonie des écrans et le fait que les écrans ont colonisé vraiment tous les aspects de notre vie. Donc, impossible d'y répondre dans le cadre de cette table ronde parce que c'est un sujet qui mérite en tout cas des heures de réponse. Mais pour moi, ça se traduit d'abord par une prise de conscience que les écrans ont pris beaucoup de place et tout le temps que l'on consacre aux écrans, la question qu'on doit se poser, à qui prend-on ce temps et à quoi le prenons-nous? Et si on doit remettre les écrans à leur juste place pour qu'ils soient à notre service et que nous ne soyons pas asservis à eux, eh bien, comment allons-nous faire pour redonner le goût de la vraie vie, des vrais gens, aux personnes qui sont addictes aux écrans? Alors ça, c'est toute une réflexion, mais qui est en tout cas au cœur de notre pratique aujourd'hui et qu'on essaye de développer aussi. Parlons sexualité. Une relation sexuelle demande du temps, de l'énergie, de la disponibilité psychique. Et quand on se retrouve enfin sous la couette à 23 heures après une journée de boulot harassante et avant une autre journée de boulot harassante, les conditions ne sont pas toujours réunies. Marc Dansène, quels conseils donnez-vous pour éviter que le désir sexuel ne s'émousse? C'est amusant parce qu'il y a 2 jours, les AFC, l'Association familiale catholique, qui sont participants de ce forum Viva, m'ont demandé justement une conférence sur la sexualité conjugale que j'ai donnée donc, par Internet.
Je ne vais pas vous la refaire ce soir, bien sûr, mais quand même quelques éléments. Si effectivement c'est à 23 heures que j'essaye de lancer un processus sexuel avec mon épouse, c'est le fiasco, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que ce qui amène l'homme dans la sexualité et ce qui amène la femme dans la sexualité, c'est pas du tout la même chose. Généralement, ce qui va amener la femme dans la sexualité, c'est un désir de relation intime avec son mari. Le sexuel en tant que tel n'intéresse beaucoup de femmes, n'y sont pas vraiment intéressées. Par contre, la relation intime avec leur mari, oui. Ce qui intéresse l'homme dans la sexualité, c'est qu'il pense que s'il prend le corps de sa femme, il va atteindre son cœur. Et j'ai envie de dire, la femme, c'est exactement l'inverse. Elle est prête à donner son corps si son cœur a d'abord été atteint. Donc on voit bien qu'il y a un lieu de rendez-vous à créer, ça ne va pas se faire tout seul, ça. Le point de rendez-vous, il n'est pas immédiat, il faut le créer. Et parfois, pour se retrouver sous la couette à 23 heures le soir, il faut avoir commencé le matin à 7 heures du matin. C'est-à-dire créer les conditions d'un rapprochement, les conditions dans lesquelles on va signifier à l'épouse qu'on est en amour avec elle, qu'on est en communion avec elle. Bref, on va commencer tout un rapprochement de son conjoint longtemps avant. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a donc tout un tas de processus psychologiques à mettre en œuvre avant une union sexuelle. Par ailleurs, ça peut commencer à 23h, à 23h20, 23h c'est fini, ça ne dure quand même pas un temps fou. Non, c'est pas fini. Il y a un après aussi à gérer. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est des petits exemples que je citais lors de cette conférence jeudi dernier, mais je vais vous le redire. Quand je faisais mes études sur la vie conjugale, un psychiatre qui dirigeait notre groupe nous avait posé la question suivante, un peu bizarre. Imaginez une réunion de famille. Est-ce que le matin au petit déjeuner, on peut voir ce qu'on fait l'amour pendant la nuit? Drôle de question. Bon, on a quand même réfléchi. Et on lui a fait la réponse suivante. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. En revanche, on peut voir des couples qui sont en connivence l'un avec l'autre, qui sont à l'unisson, et d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, je pense qu'après une union sexuelle, il y a tout un après à travailler également. Il y a tout un après qui doit être pris en compte. Je me souviens d'une femme dans mon cabinet qui me disait, alors dès qu'il a fini, il se retourne et il s'endort. Et il me laisse toute seule, mais moi c'est le moment où j'aimerais qu'il me dise qu'il m'aime, qu'il s'occupe de moi. Et elle ne l'a pas dit, mais ce que j'ai compris, il me tourne le dos pour s'endormir après m'avoir utilisé. En fait, c'est ça que vivait cette femme. Et donc, il y a donc tout un environnement qu'entoure la sexualité. Autre situation clinique que j'ai citée jeudi, mais je vous la redis aussi parce qu'elle est très révélatrice. C'est un couple, la thérapie est finie. Je ne comprends pas pourquoi. Madame veut toujours revenir. Je comprends, elle a quelque chose à dire qu'elle n'arrive pas à sortir. Et un beau jour, ça sort. Et elle dit la chose suivante à son mari. Tu es odieux avec moi toute la journée. Et le soir, tu me sollicites. Alors, soit je te dis oui et j'ai l'impression d'être une pute, soit je te dis non et j'ai l'impression d'être une mauvaise épouse. Je t'en veux de me mettre dans cette situation. Ils ne sont plus jamais revenus. Le mari l'a regardé d'un air effaré par l'évidence de ce que disait sa femme. Il le savait, sauf que ce n'était pas intégré en lui. Il ne s'était pas acté en lui. Il n'agissait pas en fonction de ça. Donc je pense qu'effectivement, la sexualité, ce n'est pas quelque chose de simple. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un couple qui n'ait pas de difficultés sexuelles. Mais justement, ces difficultés sexuelles à surmonter, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est une prise en compte de l'altérité de l'autre dans sa différence. Comment, dans la sexualité, va-t-on marier nos différences? Et quand on arrive à faire ça, à créer une harmonie dans la sexualité avec deux personnalités si différentes, alors, je veux dire, le couple a énormément progressé. C'est pour ça que la sexualité est vertueuse. Elle est vertueuse par tout ce qu'elle conditionne, tout ce qui la conditionne, qui nécessite au couple de créer cette harmonie. La grande loi du couple, c'est la loi de l'harmonie. Et en ce sens-là, elle est très vertueuse. Et puis bien sûr, elle est vertueuse parce qu'une fois qu'on a réussi ça, on a renforcé le lien, on a renforcé la connivence, on a renforcé les émotions communes, on a renforcé le cœur à cœur. Bref, elle est éminemment vertueuse. Voilà. Donc, pour terminer, puis je crois que Gérard voudrait dire quelque chose, je te laisse la parole tout de suite. Pour terminer là-dessus, nous sommes dans une culture qui est nous faire croire que la sexualité, c'est le grand bonheur magique, c'est le grand plaisir tout de suite immédiat. C'est faux. La sexualité conjugale est une construction exigeante qui nécessite beaucoup d'altérité, beaucoup de création d'harmonie entre les conjoints. Et là, elle devient quelque chose de très beau et de très efficace. Mais c'est une œuvre à accomplir, ce n'est pas un don inné de la nature. Voilà. Et nous finissons sur les vieux couples, ceux qui vont fêter leurs noces d'émeraude, d'or, de diamant. La fidélité n'est pas une utopie,
Gérard Hoarau. Alors, je ne dirais pas que la fidélité est une utopie. Hein. Si on prend l'étymologie du mot utopie, hein, non-lieu, endroit qui n'existe pas, utopie, ne pas, topie, endroit. Donc, si on parle de la fidélité comme un lieu qui n'existe pas, alors j'enlèverai le terme utopie par rapport à la fidélité, pour une raison toute simple, c'est que malgré toutes les infidélités qui puissent se produire dans les vies de couple que l'on rencontre, il y a quand même des couples qui font de la fidélité un état d'esprit. Cet état d'esprit qui me met dans la joie de connaître une personne de façon unique et exclusive. Une personne que je connais de façon limitée, comme vous l'avez très bien dit, Marc, et dont je découvre de jour en jour des facettes inconnues. Et je crois que la fidélité se construit véritablement dans cette découverte permanente de quelqu'un d'unique avec qui je construis quelque chose d'exclusif. Et il me semble que la fidélité est une réalité possible si en plus je l'installe dans ce que j'appelle une culture du plaisir. Et quand je parle de culture du plaisir, c'est premièrement à ce que la Bible enseigne, notamment dans les livres des Proverbes, quand le livre des Proverbes nous dit « Sois en tout temps enivré des charmes de ta femme, sois en tout temps épris de son amour ». L'idée que véritablement, le plaisir dans le couple, bien entendu le plaisir sexuel, mais au-delà du plaisir sexuel, est véritablement quelque chose que l'on prend le temps de cultiver. Et l'invitation est faite par Dieu. En tout temps, sois enivré. Alors, les traducteurs sont toujours un peu embarrassés parce que le mot original, c'est le mot saint. Sois en tout temps enivré des seins de ta femme. Sois en tout temps épris de son amour. Vraiment une véritable invitation à construire sa vie de couple dans la fidélité. Et cette fidélité qui est basée également et fondée sur une culture du plaisir que l'on entretient ensemble. Je peux rajouter un petit mot. Je pense que la fidélité dans le mariage, c'est pas un truc qui se déclenche tout d'un coup. Je pense qu'il faut une préparation pour être fidèle. Et j'ai envie de dire, la meilleure préparation, elle commence dès l'adolescence. Si dans l'adolescence, je me réserve pour celui qui va devenir mon futur conjoint, je suis déjà dans une fidélité, même si je ne le connais pas. Alors effectivement, quand je serai avec lui, la fidélité sera beaucoup plus facile. Mais si j'ai une vie sexuelle complètement erratique avant, ça va être compliqué de créer une fidélité. Parce que mon organisme n'est pas habitué à ça, il est habitué à l'inverse. Et donc, j'ai envie de dire, un amour durable, d'une façon générale, même au-delà de la sexualité, pour moi, ça se prépare dès l'adolescence. Je peux vous témoigner que mes parents m'ont orienté comme ça quand j'étais adolescent. Ils m'ont expliqué que l'amour, c'était quelque chose de grave, quelque chose d'important. Et que si je voulais le réussir, il fallait s'y préparer dès l'adolescence. Et j'ai même envie de dire dès l'enfance. Alors oui, à ce moment-là, on peut vivre l'exigence de la fidélité. Je veux dire, ça paraît naturel. Notre psyché, notre organisme s'y est préparé. Mais tomber tout d'un coup dans la fidélité parce qu'on est marié, bonjour l'enjeu, là. Je pense que ce n'est pas facile. Je crois que c'est intéressant parce que nous sommes tous mariés ici, nous avons des enfants que nous devons éduquer. Et je sais que ce que je dis est complètement à contre-courant, mais ça m'est complètement égal d'être à contre-courant, parce que je pense que ce que je dis est vrai. La fidélité, ça s'apprend pour moi dès l'adolescence. Voilà. Merci beaucoup pour vos propos.